Conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar à 8h12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Une nouvelle motion de censure a été rejetée lundi, une autre est défendue aujourd'hui. Pourquoi cette fois-ci quasiment personne n'en parle? C'est la routine. Eh oui, parce que d'abord il n'y a aucun suspense, c'est parce qu'on est cette fois dans une motion totalement mécanique. Alors il faut savoir que le budget se décompose en loi de finances générale et en loi de financement de la sécurité sociale, avec à chaque fois une partie recette et une partie dépenses qui nécessite un vote solennel. Et comme il n'y a pas de majorité à l'Assemblée, eh bien, il faut chaque fois un 49-3. Et qui dit 49-3 dit automatiquement une motion de censure déposée par les Insoumis. 2 x 2, ça fait 4, donc 4 motions de censure. Jusque-là, vous me suivez. Alors la première fois, il y avait un enjeu politique et un suspense arithmétique. Le PS allait-il voter la censure? Qu'allait faire le RN? Bon, la réponse, on l'a eu le 5 février. Ni les socialistes, ni les lepénistes n'ont fait tomber Bayrou. Et dès lors, la suite allait de soi. Et c'est pour ça que ni vous ni moi ne nous sommes intéressés à la suite. Mais c'est vrai aussi des députés. La motion qui a été débattue lundi l'a été dans un hémicycle quasi vide, et ce sera encore le cas cet après-midi. L'opposition s'est un peu tuée toute seule, en fait, avec ces motions de censure. Mais attention, une motion de censure peut en cacher une autre. De la part des socialistes cette fois, ce sera le 19 février. Celle-ci peut-elle mettre le gouvernement en difficulté? Alors, a priori, non. Cette motion de censure sera importante, mais pas tant pour le gouvernement que pour la gauche. Alors, de quoi s'agit-il? Le PS a annoncé une motion de censure après que François Bayrou a parlé de submersion migratoire, un mot qui a choqué la gauche, mais il l'a annoncé surtout dans la foulée de sa décision de ne pas censurer le gouvernement sur le budget. Une censure pour faire oublier une non-censure en quelque sorte. Les amis de l'IFOR ont voulu dire « ce n'est pas parce qu'on laisse passer le budget qu'on devient des alliés, on ne veut pas le chaos institutionnel, mais on est toujours dans l'opposition, et c'est ce qu'ils répéteront le 19 février, donc jour où cette motion sera débattue. Alors, elle ne sera pas votée parce qu'on voit mal le RN voter un texte se disant horrifié d'entendre parler de submersion migratoire. D'ailleurs, François Hollande François Hollande a vendu le poteau rose, en prévenant que cette motion de censure n'était pas faite pour renverser le gouvernement. Ce qui a quand même agacé Olivier Faure, parce que ça revenait à reconnaître, on tire avec des balles à blanc. Alors, qu'attend le Parti socialiste de cette initiative, de cette motion de censure balle à blanc? Eh ben, écoutez, ce qu'il aimerait, c'est forcer toute la gauche à se retrouver, et à se retrouver autour de sa motion à lui. Mais sans doute le PS se fait-il des illusions, car en ce moment, les Insoumis ont plutôt l'intention de démontrer l'isolement des socialistes. Et la décision de la direction du PS de ne pas rejeter par principe le débat sur l'identité française lancé par François Bayrou les renforce dans cette volonté de concentrer leurs tirs contre eux. Vous le voyez à gauche, l'heure est plus que jamais au combat, pas à l'union. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr et évidemment sur votre application Radio Classique. Merci Guillaume, à demain. L'invité de la matinale maintenant. À force de regarder Trump saturer l'espace médiatique, on en oublie le géant chinois. La Chine a signé hier la déclaration pour une intelligence artificielle éthique. Au-delà des apparences, comment l'Europe doit-elle considérer le géant communiste comme un partenaire ou une menace? Je pose la question ce matin au sinologue Claude Meyer. Claude Meyer, bonjour. Bonjour. Vous publiez La Chine de Xi Jinping, menace pour la paix et l'ordre mondial. Vous êtes spécialiste de la Chine et du Japon. Vous avez fait de nombreux voyages en Asie et notamment en Chine. Ces voyages vous ont valu d'être interdit de séjour là-bas puisque vous avez trop fréquenté les religieux, notamment les catholiques qui existent encore en Chine. On aura peut-être l'occasion d'en reparler quand on abordera avec vous la société chinoise, son état, ce qu'elle pense, si on sait ce qu'elle pense. Mais on va commencer par l'actualité. Claude Meyer. La Chine était au rendez-vous du sommet de Paris pour l'intelligence artificielle. Pourquoi était-elle présente et pourquoi a-t-elle signé la déclaration finale? Ce qui peut surprendre aussi. Tout à fait. Bien, la Chine, comme souvent dans les organisations internationales, les sommets internationaux, etc., montre combien c'est une bonne élève et je dirais par contraste avec ce qu'on a entendu des foucades de M. Trump, effectivement, elle joue sur du velours, si j'ose dire. Avec Trump, c'est la sortie de l'accord de Paris, c'est la fin de l'aide internationale, c'est etc. Et chaque jour
ajoute son lot de qui droit de douane, qui ceci, qui cela, et la Chine, vraiment, avec son DeepSeek, arrive et dit non, moi je suis pour une intelligence artificielle éthique et regardez-moi et voilà. Donc voilà un projet chinois qui est tout aussi hégémonique que celui de M. Trump et qui se présente d'une part comme une vision à très long terme par rapport aux foucades ponctuelles chaque jour de M. Trump, et surtout avec une volonté de faire qui est celle de M. Xi Jinping, qui a la vie devant lui, si j'ose dire. Alors justement, c'est assez intéressant. Il y a comme une symétrie entre les annonces de Trump et son positionnement et ce que fait Xi Jinping. Quand Trump explique que le libre-échange c'est fini, Xi explique qu'il est pour le libre-échange. Quand Trump ou son vice-président à Paris explique que si l'Europe ne se soumet pas à l'hégémonie de l'intelligence artificielle à la mode américaine, eh bien l'Europe en paiera les conséquences. Xi joue le jeu de l'éthique et on pourrait prendre tout un tas de sujets comme ça où on dirait que dans le creux de la vague américaine, Xi Jinping joue, vous l'avez dit, les bons élèves. Quelles sont ses arrière-pensées? Parce qu'évidemment, il y a des arrière-pensées. Ces arrière-pensées, je dirais, ça prend des formes et des tempéraments complètement différents. Je veux dire, Xi Jinping, c'est l'année du serpent. Je ne sais pas si on peut parler de la renaissance de la Chine, qui, quand même, du point de vue économique, en assez mauvais état pour l'instant, hein, une croissance en berne. Si on applique le serpent aux êtres humains, ce sont des gens tout à fait déterminés, plutôt taiseux. C'est tout à fait le contraire de Trump, et c'est Xi Jinping. Un plan à long terme. Et c'est là où on a une opposition, effectivement, sous la convergence, et ce qui est nouveau chez Trump, de mon point de vue en tout cas, par rapport à Biden. Biden, comme les présidents précédents, défendait le modèle d'après-guerre, enfin américain, et les valeurs démocratiques. Trump s'en affranchit. Et finalement, on a face à face maintenant, non plus la démocratie américaine face à l'autoritarisme chinois, on a maintenant deux hégémonismes qui vont s'opposer. Et ça, du point de vue géopolitique, ça me paraît tout à fait nouveau. Alors justement, vous sous-titrez votre essai Menace pour la paix et l'ordre mondial, sous-entendu la Chine, menace pour la paix et l'ordre mondial. Qu'est-ce qui vous fait argumenter dans ce sens-là ? Alors deux choses. La première, au niveau de la paix, c'est ciblé, je dirais, sur l'Asie-Pacifique. Évidemment, on est polarisé sur l'Ukraine, le Moyen-Orient, etc. Mais il va y avoir la question de Taïwan qui se pose déjà et qui va se poser. On parle de 2027-2030. Pourquoi ? Parce que Xi Jinping a déclaré que ce problème qui a été trop longtemps sur la table ne pouvait être laissé aux générations futures. Alors, ça sera sous un de ses mandats. Il faut rappeler par rapport à Trump, d'ailleurs, que Xi Jinping a presque la vie devant lui. En 2018, il y a un amendement qui a été voté, quasiment un mandat à vie. Il n'a que 71 ans, donc il peut déterminer pratiquement son plan à très long terme. À relativement moyen terme, la question de Taïwan se pose. Et donc, le problème du rapport avec les États-Unis et de la poudrière que pourrait être effectivement un conflit. Ça veut dire que Xi a un agenda militaire, c'est ce qui explique la politique de réarmement intense que mène la Chine depuis plusieurs années. Ah oui, depuis une dizaine d'années, on a deux phénomènes. Le premier, c'est une reprise en main politique avec un effort de mettre fin à la corruption, des purges régulières, encore l'an dernier, au niveau de ministres et de très hauts gradés. On lutte contre la corruption et un développement technologique spectaculaire de l'armée chinoise. J'entends le mot corruption dans votre bouche, Claude Meyer. On l'entend aussi dans la bouche de Trump. Est-ce que la corruption est un prétexte pour Xi, pour faire le ménage et asseoir son pouvoir, ou il y a vraiment corruption au sein des autorités chinoises ? Il y a les deux, mais les choix de Xi Jinping sont assez ciblés sur ceux, au moins à son arrivée au pouvoir, sur ceux qui pouvaient lui faire de l'ombre. Claude Meyer, on a appris que la Chine était pacifique et qu'elle ne fait pas la guerre en dehors de ses frontières. Est-ce que c'est une légende ? Non, il faut voir la longue histoire de la Chine. Et la Chine d'aujourd'hui, c'est quand même construite par l'assimilation ou l'annexion d'un certain nombre
de territoire. Elle se présente, ça c'est le discours, qui effectivement, si on le met au regard de ce qu'ont été les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, la Chine se présente comme une puissance pacifique, etc. Mais elle est, je dirais, dans la tradition aussi chinoise du grand stratège Sun Tzu. Et je dirais, la guerre prend d'autres moyens pour soumettre l'ennemi sans combattre, qui est la grande maxime de ce stratège. Donc on a effectivement l'expansion économique, mais de plus en plus une diplomatie de combat qui, c'est pas la guerre, mais c'est quand même une lutte pour un nouveau modèle anti-occidental et sino-centré, centré sur la Chine au centre du monde. Claude Meyer publie La Chine de Xi Jinping, menace pour la paix et l'ordre mondial aux éditions de l'Aube. Comment vous définiriez le communisme de Xi ? C'est un marxisme... alors, c'est véritablement un idéologue, Xi Jinping, mais c'est un marxisme, d'une part, si on regarde ses discours, qui sont d'un ennui considérable, mais qui sont quand même tout à fait fondés du point de vue idéologique, on a d'une part une lecture marxiste, mais hyper léniniste, tout en s'appuyant sur... c'est la deuxième jambe, comme dirait Mao, marcher sur deux jambes, sur le confucianisme traditionnel. Ça veut dire quoi exactement ? Eh bien, ça veut dire de faire appel une lecture du confucianisme qui privilégie le respect de l'autorité, la soumission, etc. Tout cela, ce que j'appelle un néo-maoïsme 2.0, avec tout l'arsenal technologique qui va avec, au niveau de la surveillance du pays, des différentes catégories, des universités censurées, les mouvements citoyens étouffés, etc., etc. C'est une sorte de synthèse, un peu comme Poutine fait la synthèse entre le capitalisme à la russe et l'héritage qu'il arrange du stalinisme et du communisme. Xi fait lui aussi une synthèse entre la philosophie confucéenne, le communisme façon Mao et quand même le capitalisme très encadré chinois. Oui, tout à fait, mais avec une différence majeure. Enfin, Poutine, c'est un pyromane qui n'a aucune vision pour le monde d'après, simplement la lutte contre l'Occident. Xi Jinping a une vision très claire de ce que doit être le monde d'après, c'est-à-dire une Chine, un monde centré sur la Chine, avec la Chine qui retrouve le rang qui était celui qu'elle avait avant les humiliations que l'Occident lui a imposées au XIXe siècle. Alors il y a des sujets en Chine importants, des sujets de société, des sujets intérieurs. Vous vous êtes rendu plusieurs fois là-bas. Je l'ai dit, vous êtes interdit de séjour dans ce pays. Tout récemment, avant-hier, on a eu les chiffres des mariages et de la natalité en Chine. La démographie est en berne et le mariage ne s'est jamais aussi mal porté. Qu'est-ce que ça dit de ce pays ? Eh bien, ça dit que les jeunes Chinoises sont tout à fait réticentes à épouser, du moins, comme d'ailleurs ça a été le cas au Japon, et ça le demeure dans une certaine mesure, des horaires absolument épouvantables, et des hommes absents, et d'avoir simplement les tâches ménagères, d'une part. D'autre part, on a, et ça c'est à l'actif de la Chine, une politique éducative extrêmement dynamique, y compris pour les jeunes femmes, qui veulent pas se cantonner à un rôle subsidiaire. Donc on a effectivement une crise du mariage, mais on a surtout une crise démographique qui, là, pose un véritable problème sur les ambitions chinoises. Parce que si on prolonge les courbes de la natalité, qui est très, très faible, 1,3 enfants par femme, on a une décroissance de la population chinoise, mais une décroissance de la population active, c'est-à-dire de la production, qui, face par exemple à un pays comme l'Inde, à horizon de 20 ans, 30 ans, pose question sur, effectivement, l'hégémonie éventuelle de la Chine. Dernière question, Claude Meyer, et pas des moindres. Comment l'Europe doit aujourd'hui se positionner par rapport à la Chine, et plus précisément la France ? Est-ce qu'il faut rester inspiré par la politique du général de Gaulle, qui ménageait la chèvre américaine et le chou chinois ? Tout à fait. La troisième voie, c'est, alors, évidemment, c'est un sujet que j'aborde
la dernière partie du livre, d'une autonomie stratégique de l'Europe par rapport aux États-Unis. Pourquoi une autonomie extrêmement, notamment vis-à-vis de la Chine? Pourquoi? Parce qu'on a une position très différente. On a la richesse d'échanges culturels qui a commencé au XVIe siècle avec Matteo Ricci, l'aventure jésuite, etc. Des échanges dans les deux sens, politiques, scientifiques, etc., que n'ont pas du tout les États-Unis. On a un système social complètement différent de celui des États-Unis. On a un engagement pour le multilatéralisme qui font que on n'a pas à suivre les États-Unis dans une politique parfois brouillonne qui, effectivement, est purement dans l'opposition à la Chine. Et c'est un interdit de séjour en Chine qui le dit. Claude Meyer, merci de nous avoir apporté vos lumières sur ce pays et cette puissance passionnante qu'est la Chine. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La Chine de Xi Jinping, c'est paru aux éditions de l'Aube. À bientôt, monsieur. Merci à vous. Merci. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres aujourd'hui, maître Sophie Obadia et Marc Lambron de l'Académie française.